Le sang perlait sur la tempe de la juge Eleanor Mitchell tandis que l'officier Rollins lui pressait son arme contre la tête. Moins grande et puissante maintenant, n'est-ce pas? Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Et elle réalisa, alors que des sirènes hurlaient au loin, que cela pourrait être son seul avantage. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin de cette injustice se déroulant sous vos yeux? Découvrons ce qui a conduit à ce moment terrifiant et comment la juge Mitchell a riposté contre un système conçu pour la réduire au silence. La juge Eleanor Mitchell s'était forgé une réputation comme l'une des juges fédérales les plus respectées du district et du Michigan, avec plus de 20 ans d'expérience sur le banc. À 53 ans, elle commandait le respect dans sa salle d'audience grâce à une impartialité inébranlable et une brillance juridique que même ses détracteurs occasionnels reconnaissaient. Aujourd'hui, cependant, n'était pas un jour pour les tribunaux et les procédures légales. Eleanor avait troqué ses robes de juge contre un jean confortable et un simple pull alors qu'elle conduisait sa modeste berline Toyota, plutôt que sa Mercedes, vers la campagne du Michigan pour rendre visite à sa sœur, Patricia. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'autoroute à deux voies alors qu'elle entrait dans la petite ville de Westbrook, un endroit qu'elle avait traversé de nombreuses fois mais où elle s'était rarement arrêtée. Elle fredonnait un classique de jazz, ses pensées déjà tournées vers le week-end à venir, lorsque des lumières clignotantes apparurent dans son rétroviseur. Eleanor vérifia son compteur de vitesse par réflexe, certaine d'avoir maintenu une vitesse constante et bien en deçà de la limite. Pourtant, elle signala correctement et se rangea sur le bas-côté, baissant sa vitre et plaçant ses deux mains visiblement sur le volant, comme son père le lui avait appris des décennies auparavant. Deux officiers s'approchèrent, un de chaque côté de son véhicule, les mains ostensiblement posées sur leurs armes de service. La posture semblait inutilement agressive pour un simple contrôle routier, mais Eleanor conserva son calme. L'officier à sa fenêtre, dont l'insigne d'identité le désignait comme Rollins, se pencha avec une expression qui ne contenait pas la moindre trace de courtoisie professionnelle. Ses yeux se plissèrent alors qu'il examinait son apparence, quelque chose changeant dans son comportement qu'Eleanor reconnut immédiatement d'innombrables rencontres au cours de sa vie. L'officier Rollins parla avec une lenteur exagérée, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne comprendrait pas bien l'anglais, permis de conduire et papier d'immatriculation. Maintenant. Le commandement brusque manquait même de la prétention de respect. Eleanor répondit calmement, « Bonjour, officier. Puis-je demander pourquoi j'ai été arrêté ?» Le deuxième officier, positionné à la fenêtre passager et dont l'insigne indiquait Bennett, ricana bruyamment. Le visage de Rollins se durcit. Vous rouliez à 40 dans une zone à 35. Permis de conduire et papier, ou allons-nous avoir un problème? Eleanor savait avec une certitude absolue qu'elle roulait précisément à la limite de vitesse, mais elle reconnut la situation qui se déroulait devant elle. Elle en avait été témoin d'innombrables fois dans sa salle d'audience, avait entendu le témoignage de dizaines de défendeurs noirs dont les contrôles routiers de routine avaient dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre. Je ne crois pas avoir fait d'excès de vitesse, officier, mais je suis heureuse de vous fournir mes informations. Je souhaiterais également vos numéros de matricule, s'il vous plaît. Cette demande simple et légalement appropriée déclencha une réaction immédiate. Rollins se pencha plus près, son visage déformé par un mépris mal dissimulé. Écoutez, ma jolie. Vous, les gens de votre genre, vous causez toujours des problèmes, vous passez là où vous n'avez pas votre place. Et si vous vous inquiétiez moins de mon insigne et plus de faire ce qu'on vous dit? L'expression « vous, les gens de votre genre » resta suspendue dans l'air entre eux, sa signification étant sans équivoque. Eleanor avait entendu ces mots exacts lors de dépositions et de témoignages, les avait vus dans des transcriptions et des rapports de police. En tant que juge fédéral, elle avait présidé de nombreuses affaires de droit civique où ces deux mots figuraient en bonne place. Elle conserva son sang-froid, des décennies de discipline judiciaire lui étant bien utiles. Je vais vous fournir mon permis et mon immatriculation, officier Rollins. Mais je souhaite toujours votre numéro de matricule et celui de votre partenaire également. L'officier Bennett se déplaça pour rejoindre son partenaire, souriant d'un air suffisant en s'approchant. On a une avocate ici, Jason. Fais attention. Rollins ricana, le son totalement dénué d'humour. Non, elle regarde probablement beaucoup de ces séries policières, n'est-ce pas, chérie? Eleanor tendit lentement la main vers son sac à main sur le siège passager pour récupérer ses papiers d'identité. À cet instant, Bennett cria, elle essaie d'attraper quelque chose.
Une arme. La situation explosa dans le chaos avec une rapidité choquante. Les deux officiers dégainèrent leurs armes, ouvrirent sa portière et traînèrent Eleanor hors de son véhicule avec une force excessive. Son épaule se tordit douloureusement alors qu'il la faisait pivoter et la plaquer contre le côté de sa voiture. Des menottes en métal froid lui mordirent les poignets alors que Rollins les serrait inutilement fort. On dirait qu'on a maintenant une résistance à l'arrestation et une menace envers un officier, dit Bennett, sa voix portant une note de satisfaction alors qu'il fouillait brutalement son sac à main. Trouvant son portefeuille, il l'ouvrit et siffla. Jolie voiture pour quelqu'un comme vous. Où l'avez-vous volée? Eleanor ressentit une montée familière d'indignation, mais la canalisa en une observation attentive. Tout au long de sa carrière, elle avait développé la capacité d'enregistrer mentalement des détails lors de situations de stress intense, une compétence qui lui avait été très utile lors de procès complexes. Maintenant, elle cataloguait chaque commentaire inapproprié, chaque violation de procédure, chaque action excessive. Elle prit la décision délibérée de ne pas révéler sa position de juge fédéral. Il ne s'agissait pas d'utiliser son autorité pour échapper à de mauvais traitements, mais de documenter comment ses officiers se comportaient lorsqu'ils pensaient avoir affaire à une femme noire ordinaire. Une voiture de passage ralentit en s'approchant de la scène, et Eleanor remarqua un adolescent sur le siège passager tenant un téléphone, enregistrant clairement l'incident. L'officier Bennett le remarqua également, abandonnant immédiatement sa fouille de ses affaires pour marcher vers le véhicule, leur criant de partir. La voiture accéléra rapidement, mais Eleanor nota le numéro de plaque d'immatriculation, le classant mentalement comme preuve potentielle. Rollins la guida brutalement vers la voiture de patrouille, continuant de faire des commentaires à caractère racial sous son souffle. Jolie voiture, sac à main de créateur. Ça m'étonne toujours de voir comment vous pouvez vous permettre ces choses. Ça doit être un très bon travail, n'est-ce pas? L'implication était claire, une suggestion que toute personne noire avec de beaux biens devait les avoir obtenus illégalement. Eleanor resta silencieuse, observant et se souvenant de tout pendant que les menottes lui meurtrissaient douloureusement les poignets, et que la réalité de ce qui se passait s'abattait sur elle comme un lourd manteau. Elle était arrêtée non pas pour un crime réel, mais pour l'offense impardonnable d'être noire dans un endroit où les officiers Rollins et Bennett avaient décidé qu'elle n'avait pas sa place. Alors qu'il la plaçait à l'arrière du véhicule de police, Eleanor regarda sa Toyota, toujours garée sur le bord de la route, pensant à l'ironie qu'elle avait choisi de conduire le plus modeste de ses véhicules aujourd'hui. Si elle avait été dans sa Mercedes, elle soupçonnait que leur supposition de vol aurait été encore plus prononcée. Le véhicule de police s'éloigna de la scène, emmenant Eleanor vers le poste de police de Westbrook, et une rencontre qui allait finalement exposer une profondeur de corruption qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Le poste de police de Westbrook semblait n'avoir pas été rénové depuis les années 1970, avec un éclairage fluorescent terne jetant une pâleur maladive sur des sols en linoléum fissuré et des dalles de plafond tachées d'eau. Eleanor nota ces détails avec la même attention méticuleuse qu'elle appliquait aux aspects plus troublants de l'intérieur du poste, en particulier la tasse à café ornée du drapeau confédéré sur un bureau et l'enseigne vintage, réservée aux blancs, affichée comme ce qui semblait être une décoration de bureau, encadrée comme s'il s'agissait d'un précieux artefact historique plutôt que d'une relique honteuse. Les officiers la conduisirent à travers une zone de traitement où elle reçut des regards méprisants de la part d'autres personnels en uniforme qui levaient à peine les yeux de leur travail. Personne ne s'interrogeait sur la vue d'une femme d'âge moyen menottée et brutalement guidée vers les cellules de détention, suggérant que cela était loin d'être un événement inhabituel à Westbrook. Les menottes d'Eleanor ne furent retirées qu'après qu'elle fut placée dans une petite cellule de détention qui contenait déjà 2 autres détenus, tous 2 noirs. La porte en acier claqua avec une finalité qu'Eleanor avait entendue décrite dans sa salle d'audience, mais n'avait jamais personnellement expérimentée. Elle se frotta les poignets, notant les marques rouges laissées par les menottes trop serrées, et tourna son attention vers ses codétenus. La jeune femme, qui semblait avoir la vingtaine, était assise sur l'un des 2 bancs de la cellule, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Le jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, arpentait le petit espace avec une énergie nerveuse. Eleanor se présenta simplement comme Eleanor, omettant délibérément son titre. La jeune femme leva les yeux, prudente. « Je m'appelle Tasha, dit-elle finalement. Voici Marcus. Ils l'ont amené juste avant vous. » L'histoire de Tasha émergea en phrases hachées, ponctuées de rires amers, totalement dépourvues d'humour. Elle faisait du shopping dans une boutique locale lorsque la propriétaire l'avait accusée de vol à l'étalage, bien que Tasha ait un reçu pour le petit flacon de parfum dans son sac de course. Lorsque l'officier Rollins avait répondu à l'appel,
il avait immédiatement menotté Tasha sans demander sa version des faits ni vérifier son reçu. La situation de Marcus était tout aussi troublante. Le jeune homme de 19 ans venait de terminer son service à l'épicerie locale et attendait son transport sur le parking lorsque l'officier Bennett l'avait approché, lui demandant ce qu'il faisait, à traîner. Malgré le fait qu'il ait montré son badge d'employé et expliqué qu'il attendait sa mère, Marcus fut menotté et emmené pour comportement suspect et potentielle intrusion. Eleanor écouta attentivement, posant des questions occasionnelles qui s'appuyaient sur ses décennies d'expérience juridique sans révéler sa position. Elle nota les similitudes dans leurs récits, les mêmes officiers, le même mépris des droits, la même présomption de culpabilité. Surtout, elle reconnut le schéma émerge, qu'elle avait vu dans de nombreuses affaires de droit civique tout au long de sa carrière. Leur conversation s'interrompit brusquement lorsque des pas lourds s'approchèrent de la cellule. Un homme corpulent avec une étoile de shérif sur la poitrine et le nom Hargrove brodé sur son uniforme apparut, flanqué des officiers Rollins et Bennett. Ses cheveux poivre et sel et son visage buriné suggéraient qu'il avait la cinquantaine avancée, et la façon dont les autres officiers lui témoignaient du respect rendait sa position d'autorité claire. Il regarda les trois détenus avec un mépris non dissimulé. Eh bien, qu'avons-nous ici? Journée chargée à Westbrook. Ses yeux se posèrent sur Eleanor, se plissant légèrement. C'est vous qui donnez du fil à retordre à mes officiers lors d'un simple contrôle routier, hein? Eleanor soutint son regard fixement. Je souhaite passer mon appel téléphonique, chef Hargrove. Les sourcils du chef de police se levèrent légèrement à l'entendre utiliser son nom, qu'elle avait lu sur son uniforme. Les appels téléphoniques sont un privilège, pas un droit, dit-il, bien qu'Eleanor sût que c'était catégoriquement faux. Et nous semblons avoir des problèmes informatiques aujourd'hui. Le traitement de vos papiers pourrait prendre un certain temps. Il se tourna vers l'officier Rollins. Quels sont les chefs d'accusation déjà? Rollins sourit d'un air suffisant. Excès de vitesse, résistance à l'arrestation, insulte à un officier. Il pourrait y en avoir d'autres une fois le rapport terminé. Le chef Hargrove hocha la tête comme si ces accusations fabriquées étaient entièrement raisonnables. Il semble que vous serez notre invité pour la nuit, au moins. Le juge Crawford ne siège pas avant demain après-midi. Eleanor nota le nom du juge, ajoutant une autre pièce au puzzle qui se formait dans son esprit. J'ai le droit de passer un appel téléphonique, répéta-t-elle calmement. Et les accusations mentionnées par l'officier Rollins sont fabriquées. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je n'ai pas résisté à l'arrestation. Et bien que son comportement ait été entièrement non professionnel, j'ai été respectueuse tout au long de cette rencontre. Le visage du chef Hargrove rougit légèrement à sa réfutation posée. Nous nous occuperons de votre appel téléphonique quand nous pourrons. La paperasse passe en premier. Sur ce, il se retourna et partit, les officiers Rollins et Bennett le suivant avec des sourires satisfaits. Eleanor retourna sur le banc, analysant ce qu'elle venait de voir. Le mépris désinvolte de la procédure légale était stupéfiant, même pour quelqu'un qui avait présidé d'innombrables affaires de droit civique. Elle tourna son attention vers Tasha et Marcus, recueillant plus d'informations tout en observant attentivement le poste à travers les barreaux de la cellule. Au cours des heures suivantes, Eleanor remarqua plusieurs détails troublants. Des photos affichées dans le poste montraient le chef Hargrove à diverses fonctions communautaires, aux côtés d'hommes bien habillés qui semblaient être des fonctionnaires locaux et des propriétaires d'entreprises. Dans une image particulièrement révélatrice, il se tenait fièrement à côté d'un homme en robe de juge, probablement le juge Crawford qu'il avait mentionné. Lors d'un changement d'équipe, Eleanor entendit l'officier Bennett parler à un autre officier de l'atteinte de leur quota pour le mois, mentionnant spécifiquement qu'il se concentrait sur le quartier d'Oakland avec un commentaire sur la façon dont ces gens devaient apprendre où était leur place. Le plus révélateur, Bennett assura à l'autre officier que toute arrestation qu'il ferait tiendrait car Crawford nous soutient toujours. Tasha, voyant l'attention concentrée d'Eleanor sur les officiers, se pencha et parla doucement. Cela arrive tout le temps ici. Mon cousin a été arrêté 3 fois en une semaine le mois dernier. Pas d'amende, juste du harcèlement. Ils essaient de nous faire fuir de nos maisons. Quand Eleanor demanda des éclaircissements, Tasha et Marcus partagèrent tous deux des éléments d'une histoire plus vaste qui brossait un tableau inquiétant. Le quartier historiquement noir d'Oakland était systématiquement ciblé par la police, ses résidents étant soumis à des citations constantes pour des violations mineures ou inexistantes du code et à l'intimidation. Pendant ce temps, un important projet de développement dirigé par un certain Victor Crane achetait des propriétés dans la zone à des prix inférieurs au marché. On a offert à ma grand-mère la moitié de la valeur de sa maison,
expliqua Marcus. Quand elle a refusé de vendre, elle a soudainement été condamnée à une amende pour son jardin non entretenu, même si elle avait le même jardin depuis 20 ans. Eleanor absorba cette information, les pièces s'assemblant en un schéma qu'elle avait déjà vu dans des affaires de discrimination en matière de logement. Et le juge Crawford? L'expression de Patricia se durcit. Il signe tout. Les ordonnances d'expulsion, les privilèges immobiliers, il rejette les plaintes contre les officiers. C'est le tampon judiciaire qui rend tout cela possible. Eleanor partagea les détails de son message codé à son greffier, expliquant qu'elle avait initié une enquête préliminaire sur les schémas de discrimination de Westbrook. Nous aurons besoin de plus que des preuves anecdotiques, cependant. Nous avons besoin de documents prouvant une coordination directe entre la police, le tribunal et ce promoteur, Crane. Patricia hésita, puis révéla une dernière preuve qu'elle avait hésité à partager. Il y a autre chose, Ellie. J'ai essayé de monter un dossier juridique, mais aucun avocat ne veut s'en approcher. Le dernier avocat qui a tenté de contester les projets de Crane s'est mystérieusement retrouvé face à des procédures de radiation après que le juge Crawford l'ait signalé pour des violations éthiques. Il a abandonné l'affaire pour sauver sa carrière. Cette révélation confirma les soupçons d'Eleanor quant à la profondeur de la corruption à Westbrook. Ce soir-là, pendant que Patricia préparait le dîner, Eleanor utilisa l'ordinateur de sa sœur pour mener des recherches préliminaires. Ses accréditations fédérales lui donnaient accès à des bases de données généralement inaccessibles au public, lui permettant d'examiner l'histoire juridique de Westbrook plus en détail. Ce qu'elle découvrit brossait un tableau troublant. Au cours de la dernière décennie, toutes les plaintes déposées contre le département de police de Westbrook avaient été rejetées par le tribunal du juge Crawford. Pendant ce temps, les actions d'application du code contre les propriétés d'Oakland avaient augmenté de 400%, tandis que des actions similaires dans les quartiers majoritairement blancs avaient diminué. Le plus révélateur, elle trouva des registres financiers montrant des contributions substantielles de Crane Développement à la campagne de réélection du juge Crawford et à la Westbrook Police Foundation, une organisation soi-disant caritative présidée par le chef Hargrove lui-même. Alors qu'Eleanor poursuivait ses recherches de l'autre côté de la ville, à la résidence privée du juge Crawford, une réunion d'urgence avait lieu. Le chef Hargrove, les officiers Rollins et Bennett, et Victor Crane lui-même se réunirent dans le bureau lambrissé du juge, la tension palpable alors qu'ils discutaient de leur situation. Une juge fédérale, pour l'amour de Dieu, s'emporta Victor Crane, arpentant la pièce avec une fureur à peine contenue. Le promoteur immobilier avait la soixantaine, était vêtu de façon coûteuse, avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Avez-vous une idée du contrôle que cela pourrait exercer sur notre projet? Nous sommes à 6 mois du début des travaux sur Oakland Square. Le juge Crawford tenta de projeter une autorité calme malgré son anxiété évidente. Elle est partie sans déposer de plainte formelle. Mon impression est qu'elle veut simplement laisser cet incident malheureux derrière elle. Le chef Hargrove semblait moins convaincu. Elle a passé un appel téléphonique depuis le poste. Quelque chose à propos d'affaires de discrimination et de recherche sonnait comme du jargon d'avocat. L'officier Rollins, le plus visiblement agité du groupe, intervint, nous devons prendre les devants. Si elle commence à creuser, qui sait ce qu'elle trouvera? Nous devrions la discréditer avant qu'elle ne puisse faire des accusations. Bennett hocha la tête en signe d'accord. Nous pourrions dire qu'elle était en état d'ébriété lors du contrôle routier. Son comportement était erratique. Le juge Crawford considéra cette suggestion avec un lent acquiescement. J'ai des contacts dans le système judiciaire de l'État. Quelques appels discrets suggérant que la juge Mitchell se comportait de manière inappropriée dans notre juridiction pourraient soulever des questions sur sa stabilité. Crane, toujours pragmatique, ajouta, je peux demander à mes contacts médiatiques de diffuser des histoires sur les excès judiciaires, de présenter toutes ces accusations comme une vendetta personnelle. Samuel, vous témoignerez que vous l'avez contactée professionnellement et qu'elle a rejeté toute discussion raisonnable. Les hommes continuèrent de stratégiser tard dans la nuit, ignorant qu'Eleanor avait anticipé exactement cette réponse et avait déjà pris des contre-mesures. Avant de quitter le poste de police, elle avait organisé un examen médical complet à l'hôpital communautaire de Westbrook, établissant des documents prouvant qu'elle n'avait pas été intoxiquée et notant les preuves physiques de menottes trop serrées. Elle avait également contacté l'adolescent qui avait enregistré une partie de son arrestation, ayant mémorisé la plaque d'immatriculation du véhicule. Grâce au contact communautaire de Patricia, ils avaient localisé le jeune témoin, obtenant une copie de la vidéo montrant le comportement inapproprié des officiers.
Alors qu'Eleanor et Patricia finalisaient leur propre stratégie à la table de la cuisine, elles élaboraient une approche globale qui non seulement aborderait les mauvais traitements infligés à Eleanor, mais pourrait potentiellement rendre justice à une communauté entière qui avait souffert de discrimination systématique pendant des années. Eleanor savait que les jours à venir exigeraient toute son expertise juridique et sa pensée stratégique, car elle ferait face non seulement à des acteurs individuels malveillants, mais à un système de corruption enraciné avec de puissants défenseurs. Elle était prête pour la lutte à venir, non seulement pour elle-même, mais pour Tasha, Marcus et d'innombrables autres qui avaient été confrontés à une discrimination similaire sans la protection d'un titre fédéral. L'attaque coordonnée commença dès le lendemain matin avec une précision qui confirma les soupçons d'Eleanor quant à la profondeur de la conspiration. La première page du Westbrook Gazette affichait un titre qui ne laissait que peu de place à la subtilité. Juge fédéral détenu après conduite erratique, les autorités s'inquiètent de son comportement. L'article citait des sources policières anonymes affirmant que la juge Eleanor Mitchell avait été arrêtée pour conduite dangereuse et était devenue belliqueuse envers les officiers, tentant d'utiliser sa position pour éviter les conséquences. Une citation soigneusement rédigée du chef Hargrove exprimait ses profonds regrets que, un membre respecté de la magistrature fédérale se comporte de manière aussi non professionnelle lors d'une visite dans notre communauté. Le juge Crawford était largement cité, offrant des platitudes sur le fait que, personne n'est au-dessus des lois, tout en exprimant des inquiétudes concernant l'augmentation des cas d'empiètement fédéral sur les affaires locales. Eleanor lut l'article calmement pendant le petit déjeuner chez Patricia, son expression ne trahissant aucune de la colère juste qu'elle ressentait. Patricia était moins sereine. C'est leur méthode. Assassinat de réputation suivi d'un isolement systématique. Ils s'en prendront à ta sœur ensuite. Tu verras. La prédiction de Patricia se vérifia avec une rapidité déconcertante. En milieu de matinée, Patricia reçut un avis de multiples violations du code du bâtiment pour le centre communautaire qu'elle dirigeait, violation mystérieusement apparue du jour au lendemain malgré le fait que l'installation avait passé l'inspection 3 mois plus tôt. L'avis menaçait de fermeture dans les 48 heures à moins que des problèmes de sécurité critiques, non spécifiés ne soient résolus. Pendant ce temps, Eleanor recevait des appels de plus en plus inquiets de collègues du système judiciaire fédéral qui avaient vu les reportages. La plupart exprimaient leur soutien, mais une prudence circonspecte, tandis que quelques juges plus politiquement connectés suggéraient qu'elle règle l'affaire discrètement pour éviter un embarras institutionnel. Dans l'après-midi, Eleanor apprit que Tasha et Marcus subissaient des représailles directes. Tasha appela Patricia en pleurs, expliquant que des policiers avaient visité son lieu de travail, parlant en privé avec son responsable. Quelques heures plus tard, elle fut licenciée pour « manque de fiabilité », malgré 3 ans d'évaluation positive. Marcus avait été de nouveau arrêté, cette fois pour avoir prétendument vendu de la marijuana, une accusation si manifestement fabriquée que sa caution avait été fixée à un montant que sa famille ne pourrait jamais se permettre, garantissant qu'il reste en détention et indisponible pour corroborer le récit d'Eleanor de leur détention commune. La patience stratégique d'Eleanor fut mise à l'épreuve lorsque ses plaintes initiales aux autorités de l'État concernant la conduite de la police de Westbrook furent accueillies par des retards bureaucratiques et des demandes de documents supplémentaires, suggérant que la corruption s'étendait au-delà des frontières de la ville. Les relations du juge Crawford dans le système judiciaire de l'État étaient manifestement activées, créant une résistance institutionnelle à ses efforts. Cet après-midi-là, Eleanor et Patricia rencontrèrent l'avocat spécialisé dans les droits civiques Damon Reynolds dans son modeste bureau, à 30 miles de Westbrook, suffisamment loin pour éviter une détection immédiate par le réseau de Crawford. Reynolds, un avocat dévoué d'une 40aine d'années qui avait passé sa carrière à lutter contre les discriminations, semblait épuisé en examinant les preuves qu'ils avaient rassemblées. J'essaie de monter des dossiers contre Westbrook depuis 7 ans, admit-il, désignant un mur de dossiers étiquetés de dates et de noms d'affaires. 23 cas distincts de violations flagrantes des droits civiques. Chacun démantelé par l'intimidation de témoins, la falsification de preuves ou le rejet judiciaire. Reynolds sortit plusieurs dossiers, étalant des photographies, des affidavits et des transcriptions de tribunaux sur son bureau. Il y a 3 ans, j'ai représenté un propriétaire d'entreprise noire dont la propriété a été saisie après des violations du Code de la santé fabriquées. Des témoins qui avaient initialement fait des déclarations se sont soudainement rétractés, affirmant qu'ils avaient été mal compris. Le juge Crawford a classé l'affaire faute de preuves. Un autre dossier contenait des documents sur 5 contrôles routiers identiques à l'expérience d'Eleanor, avec des accusations similaires de résistance à l'arrestation et de mépris envers les officiers. Chacun de ces cas fut rejeté par Crawford, avec des renvois disciplinaires contre les avocats qui avaient porté plainte. Malgré cette histoire de défaite,
Reynolds regarda Eleanor avec une nouvelle détermination. Mais aucun de mes clients précédents n'était une juge fédérale ayant une expérience directe de leur tactique. Cela change tout. Eleanor utilisa ses accréditations et ses contacts fédéraux judicieusement, travaillant par des canaux fiables pour rassembler discrètement des ressources tout en maintenant un silence public qui inquiétait de plus en plus Hargrove et Crawford. Elle organisa un stockage fédéral sécurisé de toutes les preuves que Patricia avait collectées, les protégeant d'une éventuelle saisie ou destruction par les autorités locales. Elle contacta la division des droits civiques du ministère de la Justice par l'intermédiaire d'une ancienne greffière, qui y travaillait désormais, fournissant des informations préliminaires sur des schémas potentiels de discrimination sans encore déposer de plainte formelle. Plus important encore, elle programma une réunion confidentielle avec le bureau du procureur général de l'État, contournant les canaux locaux qui s'étaient déjà avérés compromis. La réunion eut lieu dans une salle de conférence privée d'un bâtiment fédéral à Détroit, où Eleanor présenta les preuves de manière systématique à 2 enquêteurs principaux. Leur réponse fut à la fois validante et préoccupante. Nous sommes au courant des problèmes à Westbrook depuis un certain temps, admit le procureur général adjoint Laurence Chen, faisant glisser un mince dossier sur la table. 3 plaintes ont atteint notre bureau au cours des 2 dernières années, mais les témoins ont retiré leurs déclarations avant que nous puissions monter des dossiers. Sa collègue, l'enquêtrice principale Monica Patterson, fut plus directe. Juge Mitchell, nous pensons qu'il y a une corruption substantielle à Westbrook, mais nous n'avons pas pu pénétrer ce qui semble être un système fermé. Le juge Crawford a de puissantes connexions politiques qui ont entravé les enquêtes précédentes. Eleanor comprit le message tacite selon lequel même le bureau du procureur général de l'État faisait face à des obstacles politiques pour affronter la corruption enracinée. Cette prise de conscience ne fit que renforcer sa détermination à monter un dossier en béton qui pourrait résister aux contestations juridiques et à la pression politique. Une percée potentielle vint d'une source inattendue ce soir-là, lorsqu'Eleanor reçut un message texte anonyme. Tous ne soutiennent pas ce qui se passe. Besoin de parler. Parking du palais de justice, minuit. Malgré les inquiétudes de Patricia concernant un piège potentiel, Eleanor reconnut la nécessité de développer des sources internes. Avec des précautions minutieuses, y compris un changement de lieu vers une zone plus publique et l'avocat Reynolds positionné à proximité comme témoin, Eleanor rencontra l'expéditeur du message, qui s'avéra être l'officier Daniels, le jeune officier qu'il avait d'abord reconnu au poste. Visiblement nerveux mais déterminé, Daniels révéla qu'il avait rejoint le département de police de Westbrook seulement 8 mois plus tôt après avoir obtenu son diplôme de l'académie avec des notions idéalistes sur le service communautaire. Ce que j'ai vu depuis me tient éveillé la nuit, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure malgré le parking désert. Il y a un lien direct entre Hargrove, Crawford et Crane. Ils appellent ça l'amélioration de la communauté, mais ce n'est que du harcèlement systématique des résidents noirs jusqu'à ce qu'ils abandonnent et vendent à Crane au prix qu'il offre. Daniels proposa de fournir des informations internes cruciales, y compris des séquences de caméras de tableaux de bord qui auraient été perdues, des courriels internes montrant un ciblage délibéré des résidents d'Oakland, et des registres financiers indiquant que les officiers recevaient des primes basées sur les arrestations et les saisies de propriétés dans le district. Sa motivation devint claire lorsqu'il révéla que sa propre grand-mère avait perdu sa maison dans un schéma de développement similaire dans une autre ville des années plus tôt. « J'ai besoin de protection, cependant, insista-t-il. S'ils soupçonnent que je vous parle, je ne perdrai pas seulement mon travail. Ces gens sont dangereux. » Eleanor promit des protections appropriées par le biais de programmes fédéraux de témoins si ces informations s'avéraient substantielles, comprenant que Daniels pourrait être la clé pour ouvrir l'affaire. En rentrant chez Patricia ce soir-là, Eleanor réfléchit à l'escalade rapide des événements. Ce qui avait commencé comme un contrôle routier discriminatoire avait révélé une conspiration qui affectait des centaines de vies et impliquait des fonctionnaires à plusieurs niveaux du gouvernement local. La responsabilité pesait lourdement sur elle, mais aussi l'opportunité rare que sa position lui offrait de s'attaquer à une injustice systémique qui, autrement, serait restée à l'abri de toute responsabilité. Sa formation judiciaire lui avait enseigné la patience et la minutie, mais la pression croissante contre des témoins comme Tasha et Marcus, ainsi que l'avis menaçant contre le centre communautaire de Patricia, suggérait qu'il n'aurait peut-être pas le luxe du temps. Lorsqu'elle arriva chez sa sœur, Patricia l'attendait avec une nouvelle qui confirma cette évaluation. Ils ont programmé une inspection de sécurité d'urgence du centre communautaire pour demain matin, rapporta TL sombrement. Et je viens d'apprendre que Crane Développement a déposé des demandes de permis de démolition accélérées pour 3 propriétés sur Oakland qu'ils ont récemment acquises par le biais de privilèges fiscaux.
L'accélération de leur calendrier était une réponse claire à la présence d'Eleanor et à ses enquêtes préliminaires. Les conspirateurs agissaient rapidement pour accomplir autant de leurs plans que possible avant que des interventions potentielles ne puissent être mises en œuvre. Eleanor et Patricia travaillèrent tard dans la nuit, finalisant leur stratégie pour la confrontation à venir, sachant que leurs adversaires disposaient de ressources, de connexions politiques et d'une volonté d'utiliser des tactiques d'intimidation qui leur conféraient un avantage significatif. Ce qu'ils n'avaient pas, se rappela Eleanor, c'était la vérité, la loi et la détermination de ceux qui se battaient non seulement pour eux-mêmes, mais pour le droit de toute une communauté à exister sans discrimination. Alors qu'elle se retirait enfin dans la chambre d'amis chez Patricia, Eleanor savait que les jours à venir mettraient à l'épreuve tous les aspects de son expertise juridique, de sa réflexion stratégique et de son courage personnel. Jusqu'où iront les fonctionnaires corrompus pour protéger leur pouvoir lorsqu'ils réalisent que quelqu'un a l'autorité de les exposer? La réponse devint effroyablement claire alors que le conflit entre la juge Eleanor Mitchell et la structure de pouvoir de Westbrook s'intensifiait sur un terrain de plus en plus dangereux. Le matin suivant sa rencontre avec l'officier Daniels, Eleanor remarqua une berline sombre garée en face de la maison de Patricia. Le conducteur ne tentant pas de dissimuler sa surveillance. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle visitait le quartier d'Oakland pour parler avec les résidents affectés par les pratiques discriminatoires, le même véhicule maintint une distance constante, sa présence étant une tactique d'intimidation évidente. La maison de Patricia devint la cible d'un harcèlement plus direct ce soir-là lorsque des individus inconnus brisèrent sa fenêtre avant avec une brique enveloppée dans un papier portant le message « Occupe-toi de tes affaires ». La réponse de la police locale fut significativement retardée, les officiers arrivant près de 2 heures après l'appel de Patricia et menant une enquête superficielle avant de suggérer que des enfants du quartier étaient probablement responsables. Les appels téléphoniques menaçants commencèrent le lendemain, adressés aux 2 femmes depuis des numéros intraçables, des voix déguisées, mais des messages clairs, laissez tomber ou faites face aux conséquences. Eleanor documenta chaque incident méthodiquement, les ajoutant au corpus croissant de preuves tout en refusant d'être dissuadée de son enquête. Lorsqu'Eleanor se rendit au palais de justice du comté pour examiner les registres publics liés au transfert de propriété à Oakland, elle fut confrontée par le juge Crawford lui-même dans un couloir vide. Son approche fut une leçon magistrale de double langage judiciaire, alternant entre menaces voilées et offres de courtoisie professionnelle. J'ai toujours eu le plus grand respect pour les juristes fédéraux, commença-t-il, son sourire exercé n'atteignant jamais ses yeux froids. Nous opérons dans des sphères différentes, bien sûr, avec des juridictions et des préoccupations différentes. Il s'approcha, baissant la voix. Les collègues devraient respecter les territoires des uns et des autres. N'êtes-vous pas d'accord? Lorsque les lignes se brouillent, cela crée des complications inutiles pour tout le monde. Eleanor resta impassible, n'acceptant pas sa prémisse et ne révélant pas ses intentions. Le commentaire de départ de Crawford supprima toute prétention de collégialité. Je détesterais voir une carrière distinguée affectée par des malentendus dans une affaire de petite ville. La communauté judiciaire est plus petite qu'il n'y paraît, et les réputations sont facilement endommagées. La menace implicite resta suspendue dans l'air alors qu'il s'éloignait, laissant Eleanor avec une certitude absolue quant à la profondeur de la corruption à laquelle elle était confrontée. Les enjeux s'aggravèrent considérablement lorsqu'Eleanor découvrit que son bureau fédéral avait été cambriolé, avec des dossiers spécifiques manquants, notamment ceux liés aux violations des droits civiques et à la discrimination en matière de logement. L'enquête officielle qualifia cela de « cambriolage aléatoire », malgré la nature ciblée des documents volés. La même nuit, l'officier Rollins gara sa voiture de patrouille directement devant la maison de Patricia, des projecteurs délibérément dirigés vers les fenêtres des chambres. Le harcèlement continua toutes les heures pendant la nuit, alors qu'il activait des sirènes et des projecteurs sous le prétexte de patrouilles de routine. L'intimidation atteignit de nouveaux sommets lorsque Victor Crane lui-même organisa une rencontre apparemment accidentelle avec Eleanor au seul restaurant chic de Westbrook où elle dînait avec Patricia et l'avocat Reynolds. Crane s'approcha de leur table avec l'assurance de quelqu'un habitué à acheter tout ce qu'il désirait, ou qu'il désirait. Juge Mitchell, quelle agréable surprise. Victor Crane. Il lui tendit la main, qu'Eleanor serra brièvement sans se lever. Je crois comprendre que vous vous intéressez au développement de notre petite ville. Je suis toujours heureux de discuter de ma vision pour l'avenir de Westbrook avec quelqu'un de votre stature. Sans attendre d'invitation, il tira une chaise d'une table voisine et s'assit. Ma fondation fait des dons caritatifs substantiels à diverses causes. Nous recherchons toujours des organisations dignes de soutien. Peut-être y a-t-il quelque chose qui vous tient à cœur, des fonds de retraite pour les juges fédéraux,
des programmes de bourse pour des étudiants en droit prometteurs. La tentative de corruption, à peine voilée en intérêt philanthropique, fut suivie d'une référence désinvolte à des « malentendus malheureux » avec les forces de l'ordre local qui pourraient sûrement être résolus par des « discussions raisonnables entre les leaders communautaires ». La réponse d'Eleanor fut mesurée, n'acceptant ni ne confrontant directement l'offre inappropriée. « Monsieur Crane, j'apprécie votre intérêt pour la communauté. Si vous voulez bien nous excuser, nous terminions tout juste notre repas. » Crane partit avec un sourire entendu qui suggérait qu'il pensait que les incitations financières finiraient par résoudre tout problème potentiel. Eleanor reconnut que son enquête avait suffisamment ébranlé la structure de pouvoir de Westbrook pour provoquer une intervention directe de l'homme bénéficiant en fin de compte des pratiques discriminatoires. Suite à cette escalade, Eleanor mit en œuvre une feinte stratégique, suggérant délibérément à Patricia lors d'une conversation chez elle, qu'elle supposait désormais sous surveillance, qu'elle devrait peut-être reconsidérer leur approche. Cela devient plus compliqué que prévu, dit-elle avec une lassitude convaincante. Il y a des questions de juridiction qui rendent mon implication directe problématique. Peut-être devrions-nous prendre du recul et envisager d'autres options. Cette retraite apparente atteignit son objectif, créant un faux sentiment de sécurité parmi les conspirateurs. Par des canaux fédéraux sécurisés, inaccessibles aux autorités locales, Eleanor continua de monter son dossier, travaillant avec des enquêteurs de confiance pour documenter le harcèlement tout en aidant Marcus, Tasha et d'autres victimes à préparer des témoignages sur leurs expériences passées. Ces recherches révélèrent que les projets de développement de Crane impliquaient des fonds de subventions fédéraux destinés à l'amélioration de la communauté, offrant un levier juridictionnel supplémentaire pour une éventuelle intervention fédérale. Plus important encore, l'officier Daniels prouva sa valeur en tant qu'informateur, fournissant des preuves cruciales, notamment des courriels internes discutant explicitement des « stratégies d'ajustement de population » pour Oakland, des séquences de caméras de tableau de bord de l'arrestation d'Eleanor qui auraient été supprimées. Et des registres financiers montrant des paiements directs de Crane Développement à une société de conseil appartenant au beau-frère du chef Hargrove. Ces paiements correspondaient précisément à l'augmentation des mesures d'application dans le district d'Oakland. La conviction des conspirateurs qu'Eleanor reculait les enhardit à accélérer leur plan. Patricia reçut un avis officiel indiquant que son centre communautaire avait échoué à son inspection de sécurité et serait fermé dans les 48 heures. Le document citait de nombreuses violations qui coûteraient des dizaines de milliers de dollars à résoudre, une somme impossible pour l'organisation à but non lucratif. Plus sinistre encore, l'avis était accompagné d'une demande de démolition déjà préalablement approuvée par le tribunal du juge Crawford, indiquant que le bâtiment avait été destiné à la destruction bien avant toute inspection. Cette action agressive confirmait que le calendrier des projets de développement de Crane avançait rapidement, le centre communautaire représentant un dernier obstacle significatif au contrôle total du district d'Oakland. Alors qu'Eleanor examinait les rapports d'inspection falsifiés, elle reconnut qu'il ne pouvait plus se permettre le luxe d'une enquête prolongée. La corruption à Westbrook était devenue un danger clair et actuel pour la communauté qu'elle tentait de protéger, exigeant une action immédiate et décisive. Pensez-vous que les fonctionnaires corrompus devraient faire face à des conséquences même s'ils occupent des postes puissants? Tapez le numéro 1 dans les commentaires si vous pensez que la responsabilité devrait s'appliquer à tous, quel que soit leur statut. Cette histoire montre comment la discrimination opère non seulement par des actes individuels, mais par des systèmes de pouvoir coordonnés. Aimez et abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu dénonçant l'injustice et célébrant ceux qui sont assez courageux pour la combattre. Alors que la juge Mitchell s'apprête à tendre son piège à la structure de pouvoir corrompue de Westbrook, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Sa planification minutieuse sera-t-elle suffisante pour vaincre le système de discrimination enraciné, ou de puissantes connexions protégeront-elles les responsables? La phase la plus dangereuse de son plan est sur le point de commencer. Les coups les plus dangereux aux échecs apparaissent souvent comme des reculs pour l'œil non averti. La juge Eleanor Mitchell a orchestré une telle tromperie lorsqu'elle a annoncé publiquement son retrait de toute affaire concernant Westbrook en raison de son « malentendu regrettable » avec la police locale. La déclaration formelle diffusée par les voies judiciaires appropriées exprimait son désir d'éviter toute apparence de partialité personnelle, compte tenu de son interaction récente avec les autorités de Westbrook, envers la structure de pouvoir conspiratrice du juge Crawford, du chef Hargrove et de Victor Crane. Cette annonce représentait une victoire complète, la confirmation que leur tactique d'intimidation avait réussi à contraindre une juge fédérale à reculer. La célébration commença presque immédiatement. Le juge Crawford organisa une réunion impromptue dans sa somptueuse demeure, où le chef Hargrove arriva avec une bouteille de scotch coûteuse et un sourire satisfait. « Je vous avais dit qu'elle plierait.
Une fois que nous avons appliqué une certaine pression, se vanta Teil, versant de généreux verres à Crawford et Victor Crane, qui était arrivé quelques instants plus tard dans sa luxueuse berline avec chauffeur. Crane leva son verre dans un toast moqueur, aux juges fédéraux qui connaissent leur place. Crawford ricana, faisant tourbillonner le liquide ambré. Elle est plus intelligente que je ne le pensais. Elle a reconnu une bataille perdue quand elle l'a vue. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que la récusation publique d'Eleanor était le premier mouvement d'une stratégie soigneusement orchestrée pour créer précisément le faux sentiment de sécurité dont il jouissait maintenant. Travaillant avec des marshals fédéraux de confiance qui opéraient en dehors des canaux locaux, Eleanor avait déjà placé des dispositifs d'enregistrement sophistiqués dans les lieux où les conspirateurs étaient susceptibles de se rencontrer, y compris le bureau du domicile de Crawford, le bureau de Hargrove et la salle privée du Westbrook Country Club où Crane tenait ses réunions d'affaires. La deuxième phase de son plan consistait à créer des circonstances qui inciteraient les conspirateurs à discuter de leur projet ouvertement, se croyant à l'abri de tout examen. Par des canaux fédéraux sécurisés, Eleanor arrangea la publication d'une histoire soigneusement élaborée dans des publications juridiques, suggérant qu'une enquête majeure du ministère de la Justice sur la discrimination en matière de logement dans les petites villes avait été indéfiniment reportée en raison de contraintes de ressources et de défis juridictionnels. L'article, ostensiblement sur les priorités budgétaires nationales, mentionnait spécifiquement que les autorités fédérales se concentreraient sur les grands centres urbains plutôt que sur les incidents ruraux isolés. Cette fausse information, combinée à la récusation publique d'Eleanor, créa l'environnement parfait pour que les conspirateurs baissent leur garde. La stratégie s'avéra efficace au-delà des attentes d'Eleanor. Quelques jours après la publication de l'article, des dispositifs d'enregistrement ont capturé une réunion entre les trois principaux conspirateurs au cours de laquelle ils ont discuté non seulement du projet actuel de développement d'Oakland, mais aussi des 15 ans d'histoire de leur partenariat corrompu. Le juge Crawford, détendu par le succès et plusieurs verres de scotch, se remémora leur première collaboration. Vous vous souvenez de la propriété du vieux Wilson, premier médecin noir de Westbrook, il pensait que son diplôme de médecine le rendait intouchable. Combien de violations du code de la santé avons-nous fabriquées avant qu'il n'abandonne enfin? Hargrove rit. 17. Et quand il a essayé de se battre devant les tribunaux, vous l'avez frappé de charges d'outrage 3 fois jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Crane, toujours l'homme d'affaires, orienta la conversation vers les opportunités actuelles. Avec la juge fédérale hors jeu, nous devons accélérer les acquisitions à Oakland. Je veux que la démolition commence dans les 30 jours. Mes investisseurs s'impatientent. L'enregistrement a capturé des discussions explicites sur leur méthodologie, Hargrove détaillant comment les officiers recevaient des ordres de cibler des propriétaires spécifiques qui refusaient de vendre, fabriquant des accusations qui entraînaient des amendes, des comparutions devant les tribunaux et, finalement, l'épuisement financier. Crawford a expliqué son rôle dans l'assurance que toute contestation légale serait rapidement rejetée, tout en utilisant son autorité judiciaire pour approuver les privilèges, les saisies immobilières et les transferts de propriété accélérés. Le plus troublant, la conversation a porté sur des individus qui avaient tenté d'exposer leurs activités. Vous vous souvenez de cet organisateur communautaire d'il y a 5 ans? Johnson, je crois que c'était son nom, a réfléchi Crawford. Il a commencé à recueillir des témoignages de résidents d'Oakland, parlant de recours collectifs. Hargrove hocha la tête. Il a fallu s'en occuper. Dommage pour ce fatal accident de la route. L'implication de leur participation à la mort d'un potentiel lanceur d'alerte a fourni à Eleanor des informations cruciales sur les mesures que les conspirateurs étaient prêts à prendre pour protéger leur plan. Cet enregistrement à lui seul contenait suffisamment de preuves pour des poursuites fédérales, mais Eleanor a continué à recueillir des documents supplémentaires, construisant un dossier en béton qui serait impénétrable aux contestations de procédure ou aux interférences politiques. Au cours de cette phase de son enquête, Eleanor fit plusieurs découvertes cruciales. Grâce à la coopération continue de l'officier Daniels, elle apprit que le juge Crawford et le chef Hargrove menaient leur système de corruption depuis plus de 15 ans, ciblant non seulement Oakland, mais toute propriété appartenant à des Noirs que Crane ou ses associés estimaient précieuses pour le développement. La discrimination systématique avait entraîné le déplacement de dizaines de familles, la destruction d'entreprises historiques et l'effacement de repères culturels importants pour la communauté noire de Westbrook. Le plus troublant fut les liens que Daniels aida à établir entre la conspiration et 3 décès suspects au cours de la dernière décennie, toutes des personnes qui avaient commencé à poser des questions sur les schémas de discrimination dans les saisies de propriété. Bien qu'aucun n'ait été officiellement classé comme homicide, les circonstances suggéraient un acte criminel déguisé en accident ou en urgence médicale.
Eleanor travailla discrètement avec Tasha, qui avait perdu son emploi en raison de l'intervention de la police, l'aidant à documenter la discrimination au travail tout en déposant une plainte fédérale qui exigeait la conservation des preuves. Ce dépôt stratégique empêcha la destruction des dossiers d'emploi qui s'avéreraient plus tard essentiels pour établir le schéma de harcèlement. De même, elle maintint le contact avec Marcus par l'intermédiaire de sa famille, recueillant des détails sur sa dernière arrestation tout en montant un dossier pour poursuites abusives. Plus important encore, Eleanor identifia cette autre victime de traitements discriminatoires similaires qui était prête à témoigner malgré les craintes de représailles, chacune fournissant des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révélait la nature globale de la discrimination systémique de Westbrook. Usant de son autorité judiciaire, Eleanor initia une enquête fédérale scellée, s'assurant que les informations restaient contenues dans des canaux de confiance qui ne seraient pas divulgués aux fonctionnaires de Westbrook. L'enquête se déroula avec des précautions extraordinaires, tous les documents étant stockés dans des installations fédérales sécurisées plutôt que dans des bureaux locaux qui pourraient être compromis. Alors que le dossier d'Eleanor se dirigeait vers sa conclusion inévitable, Victor Crane, ignorant les preuves croissantes contre lui, s'empressa d'accélérer ses plans de développement. Du matériel de démolition apparut près du centre communautaire de Patricia, se préparant à une action immédiate une fois la période de préavis de 48 heures expirée. Les propriétaires fonciers d'Oakland reçurent des avis d'expulsion définitifs, beaucoup avec des délais qui violaient la loi de l'État, mais portaient la signature d'autorisation du juge Crawford. En réponse à cette accélération, Eleanor mit en œuvre une contre-mesure légale qui déconcerta les conspirateurs tout en gagnant un temps critique pour la collecte finale des preuves. Usant de son autorité fédérale par l'intermédiaire d'une juge associée, puisqu'elle-même était officiellement récusée, elle obtint une injonction fédérale d'urgence suspendant toutes les actions de démolition et d'expulsion à Oakland, citant une enquête en cours sur les droits civiques. L'injonction, avec sa référence à une enquête que Crawford, Hargrove et Crane croyaient abandonner, créa une confusion et une inquiétude immédiate parmi les conspirateurs. Leur réponse, capturée par les dispositifs de surveillance, révéla une paranoïa croissante. Quelle enquête ? Demanda Crawford lors d'une réunion d'urgence dans ses appartements. Mitchell s'est récusé. Le ministère de la Justice a classé l'enquête sur la discrimination. Hargrove arpentait nerveusement. Ça pourrait être un bluff, utilisant un autre juge comme façade pendant qu'elle tire les ficelles en coulisses. Crane, plus pragmatique, se concentra sur les préoccupations immédiates. Quoi que ce soit, nous devons le maîtriser rapidement. Mes investisseurs ont engagé 50 millions de dollars dans ce développement. Les retards sont inacceptables. Leur discussion se porta sur Eleanor elle-même, Crawford suggérant qu'il leur fallait des solutions plus permanentes au problème Mitchell. Ce tournant menaçant confirma l'évaluation d'Eleanor quant au danger qu'il représentait et accéléra son calendrier d'intervention. Quelques heures après cette conversation enregistrée, l'officier Daniels contacta Eleanor par leur canal sécurisé avec un avertissement urgent. Il prépare quelque chose contre vous. Rollins et Bennett ont été appelés à une réunion privée avec Hargrove. Quand ils sont sortis, ils rassemblaient du matériel de surveillance et sortaient un véhicule banalisé. Cette information poussa Eleanor à effectuer les derniers préparatifs pour l'aboutissement de sa stratégie, une confrontation contrôlée qui forcerait les conspirateurs à se révéler entièrement tout en assurant sa propre sécurité. Elle contacta des marshals fédéraux de confiance, les informant de la menace évolutive tout en établissant un protocole de communication sécurisé. Elle arrangea pour Patricia de déménager temporairement dans un endroit en dehors de Westbrook, s'assurant que sa sœur ne deviendrait pas une cible de représailles. Plus important encore, elle se prépara à ce qu'elle anticipait être le dernier mouvement désespéré des conspirateurs contre elle, un mouvement qui scellerait finalement leur destin. Les pièces étaient en place pour le dernier acte de la stratégie minutieusement orchestrée d'Eleanor, une confrontation qui allait soit exposer et démanteler la structure de pouvoir corrompue de Westbrook, soit la placer en véritable danger personnel. Alors qu'elle effectuait ces derniers préparatifs, Eleanor réfléchit à la façon dont un simple contrôle routier, motivé par des préjugés raciaux, avait révélé une conspiration s'étendant sur des décennies, affectant d'innombrables vies et protégée par ceux qui avaient prêté serment de faire respecter les lois qu'ils violaient systématiquement. L'ampleur de la corruption ne fit que renforcer sa détermination à ce que justice soit faite, non seulement pour elle-même, mais pour chaque victime des pratiques discriminatoires de Westbrook qui n'avait pas eu le pouvoir et la position pour riposter efficacement. La propriété Wilson abandonnée, en bordure d'Oakland, offrait le cadre parfait pour le piège d'Eleanor. Autrefois la maison du premier médecin noir de Westbrook, la structure historique était désormais vide, une autre victime des pratiques discriminatoires de la ville.
D'épaisses forêts entouraient la propriété sur 3 côtés, offrant un camouflage aux marshals fédéraux qu'Eleanor avait stratégiquement positionnés autour du périmètre. Alors que le crépuscule s'installait sur la cour envahie par la végétation, Eleanor gara sa voiture dans l'allée circulaire, ne tentant pas de dissimuler sa présence. Elle avait arrangé qu'un journaliste de confiance fasse fuiter des informations sur une réunion entre elle et un informateur confidentiel à cet endroit, sachant que la surveillance des conspirateurs détecterait rapidement ses mouvements. Le Porsche patiné craqua sous ses pieds alors qu'elle entrait dans la maison, prenant position dans ce qui avait été autrefois un élégant salon. 4 caméras dissimulées avaient été installées plus tôt dans la journée, offrant une couverture complète de la pièce tout en transmettant à un emplacement fédéral sécurisé. Eleanor vérifia sa montre, sachant que la patience serait son allié dans la confrontation à venir. Elle avait délibérément choisi de ne pas porter d'armes, comprenant que toute apparence de menace de sa part nuirait au dossier juridique qu'elle était en train de constituer. Elle n'attendit pas longtemps. Des phares balayèrent le papier peint défraîchi de la pièce alors qu'un véhicule s'approchait, se gara lentement derrière sa voiture pour bloquer toute fuite potentielle. À travers la fenêtre poussiéreuse, Eleanor observa les officiers Rollins et Bennett sortir d'une voiture de police banalisée, leurs mouvements trahissant une tension alors qu'ils inspectaient la propriété. Ils s'approchèrent de la maison avec la prudence exagérée d'hommes s'attendant à des ennuis, les mains posées sur leurs armes de service. La porte d'entrée s'ouvrit sans frapper, les 2 officiers entrant avec des lampes de poche qui balayèrent l'intérieur sombre jusqu'à ce qu'ils trouvent Eleanor, debout calmement au centre du salon. « Juge Mitchell », commença Rollins, son ton faussement formel. « Intéressant endroit pour une réunion. Vous comptez acheter cette ruine ?» Bennett resta près de la porte, bloquant efficacement la seule sortie tandis que Rollins avançait dans la pièce. Eleanor conserva son calme, sa voix stable alors qu'elle répondait, « Officiers Rollins et Bennett, je suppose que le chef Hargrove sait que vous êtes ici. » La question, suggérant la connaissance de leurs actions coordonnées, déconcerta visiblement les 2 hommes. Rollins se reprit rapidement, un sourire moqueur se dessinant alors qu'il faisait le tour de la pièce. « Nous ne faisons qu'une patrouille de routine. Cette propriété a subi des effractions. Imaginez notre surprise de trouver une juge fédérale en infraction. » Eleanor saisit l'occasion de diriger la conversation. « Je trouve intéressant que, de toutes les propriétés vacantes de Westbrook, vous accordiez une attention particulière à celle d'Oakland, en particulier aux propriétés dont les propriétaires ont refusé de vendre à Victor Crane. » La référence spécifique à Crane déclencha une réaction immédiate, Bennett échangeant un rapide regard avec Rollins qui confirma leur lien avec le promoteur. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Rollins, son ton désinvolte contredit par sa posture de plus en plus agressive. « Mais puisque vous en parlez, nous avons eu des inquiétudes concernant une juge fédérale qui outrepasserait son autorité, harcèlerait les fonctionnaires locaux, porterait des accusations sans preuve. » Eleanor resta immobile alors que Rollins s'approchait, envahissant délibérément son espace personnel. « En fait, le juge Crawford est très inquiet de votre état mental. Le stress du travail vous affecte peut-être, vous faisant voir de la discrimination là où il n'y a que du bon travail policier. » La mention de Crawford confirma le lien judiciaire avec son harcèlement, une autre preuve capturée par les caméras cachées. Eleanor insista, sa stratégie étant de provoquer des aveux plus explicites. « J'ai des preuves de discrimination systématique contre les propriétaires noirs d'Oakland, coordonnées entre le département de police, le tribunal du juge Crawford et la société de développement de Victor Crane. » Bennett prit enfin la parole, sa voix tendue par la colère. « Des preuves comme quoi ? La parole de criminels et de fauteurs de troubles ? Personne ne va les croire plutôt que des officiers respectés et un juge de comté. » Eleanor maintint le contact visuel avec Rollins, dont la proximité était devenue ouvertement menaçante. Des registres financiers montrant des paiements de Crane aux membres de la famille de Hargrove coïncidant avec une augmentation des actions coercitives à Oakland. Des courriels internes de la police ordonnant aux officiers de cibler des propriétés spécifiques qui ont refusé les offres de Crane. Des témoignages de multiples victimes d'accusations fabriquées. Des images de caméras embarquées de ma propre arrestation qui ont mystérieusement disparu des registres officiels. À chaque élément qu'elle énumérait, Eleanor pouvait voir la prise de conscience poindre chez les 2 officiers que son enquête avait pénétré plus profondément qu'ils ne l'avaient cru possible. L'attitude de Rollins changea brusquement, passant de moqueuse à menaçante. « On dirait que vous avez été occupé. Trop occupé. Certaines personnes pourraient considérer cela comme une ingérence dans les affaires de la police. Un passe-temps dangereux, surtout dans une ville que vous ne comprenez pas, la menace voilée planait entre eux. » Eleanor répondit calmement.
Je comprends parfaitement Westbrook, officier Rollins. Je comprends comment vous et Bennett ciblez les résidents noirs avec des contrôles routiers prétextes. Comment le chef Hargrove accorde des primes basées sur les arrestations et les citations à Oakland. Comment le juge Crawford rejette les plaintes et accélère les expulsions. Comment 3 personnes qui ont posé trop de questions sur votre opération sont mortes dans des circonstances suspectes. La mention des décès effraya visiblement les 2 officiers, Bennett faisant un pas en avant tandis que la main de Rollins se portait vers son arme. Vous devriez être très prudente en faisant de telles accusations, Madame la juge, dit Rollins, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Les gens qui poussent trop loin ont tendance à avoir des accidents par ici, comme cet organisateur communautaire Johnson il y a quelques années. Une panne de frein tragique, si je me souviens bien. L'aveu, capturé par plusieurs dispositifs d'enregistrement, était précisément ce qu'Eleanor s'était efforcée d'obtenir. Elle insista, conservant son calme malgré l'escalade de la menace. Et le docteur Wilson, l'ancien propriétaire de cette maison. Un autre accident, rit Rollins, un son froid et dénué d'humour. Une crise cardiaque. Très triste. Bien que le stress de lutter contre toutes ces violations du code n'ait probablement pas aidé sa condition. Il s'approcha encore, ses tactiques d'intimidation devenant flagrantes. Vous savez, les juges fédéraux ont aussi des accidents. Routes isolées, accidents de véhicules uniques. Ça arrive tout le temps. Eleanor soutint son regard fixement. C'est ce que le juge Crawford et Victor Crane ont décidé? Que je dois avoir un accident? La question était directe, conçue pour provoquer un lien explicite entre les officiers et leurs co-conspirateurs. Bennett se déplaça inconfortablement, mais Rollins était devenu trop sûr de lui. Crawford pense que vous devenez un fardeau qu'il faut régler. Crane a des plans de développement qui ne peuvent pas attendre les batailles juridiques. Hargrove est d'accord pour dire que Westbrook serait mieux sans votre ingérence. À chaque mot, Rollins confirmait la conspiration qu'Eleanor avait méticuleusement documentée. Son action suivante fit passer la confrontation à son point le plus dangereux alors qu'il dégaina délibérément son arme, la pointant directement sur Eleanor. Alors, voici comment ça se termine, juge Mitchell. Vous avez décidé de rencontrer un informateur dans une propriété abandonnée d'une zone à forte criminalité. Malheureusement, lorsque les officiers ont répondu au signalement d'intrusion, vous êtes devenue agitée, menaçante. Lors de la confrontation qui en a résulté, des erreurs tragiques ont été commises. Très triste. Mais ces choses arrivent lorsque les autorités fédérales empiètent sur les affaires locales. Eleanor maintint son sang-froid remarquable même avec l'arme pointée sur elle. Et vous croyez que cette histoire tiendra face à une enquête fédérale? Rollins pressa l'arme contre sa tempe, recréant la scène du premier accroche d'Eleanor alors qu'il répondait avec une confiance glaçante. Quelle enquête? Votre récusation est enregistrée. Votre réputation sera remise en question après que Crawford aura exprimé ses inquiétudes concernant votre stabilité mentale. Toute preuve que vous avez recueillie sera écartée comme la collecte obsessionnelle d'un esprit troublé. L'arme toujours pressée contre sa tête, il ajouta d'un ton moqueur, moins grande et puissante maintenant, n'est-ce pas? C'était le moment qu'Eleanor avait anticipé, la menace explicite et l'aveu de la conspiration plus large, capturée par plusieurs dispositifs d'enregistrement. Elle répondit par 3 mots qui changèrent tout, Marshal fédéraux maintenant. La pièce éclata dans un chaos contrôlé alors que les marshals faisaient irruption par les portes et les fenêtres, armes au poing, criant des ordres. Rollins fut désarmé et maîtrisé avant qu'il ne puisse réagir, le choc sur son visage indiquant qu'il avait sincèrement cru l'endroit inobservé. Bennett tenta de fuir, mais fut rapidement appréhendé à l'extérieur de la maison. Alors que les marshals sécurisaient la scène, Eleanor resta parfaitement calme, des années de discipline judiciaire évidentes dans son comportement inébranlable malgré l'arme qui avait été pressée contre sa tête quelques instants auparavant. Simultanément à Westbrook, des équipes fédérales coordonnées exécutèrent des mandats de perquisition au poste de police, au palais de justice et dans les bureaux de Crane. Les opérations avaient été chronométrées avec précision, empêchant toute opportunité de destruction de preuves une fois que Rollins et Bennett furent connus pour être en détention. Au poste de police, le chef Hargrove réagit avec panique, se barricadant dans son bureau et tentant de détruire des documents. L'impasse dura près d'1 heure avant que plusieurs jeunes officiers, dont Daniels, refusent de soutenir leur chef, mettant ainsi fin à toute résistance. Le juge Crawford fut appréhendé alors qu'il tentait de fuir la juridiction, une valise hâtivement faite et des documents bancaires offshore en sa possession, fournissant des preuves supplémentaires de sa culpabilité.
La scène la plus dramatique se déroula au siège de Crane Développement, où Eleanor accompagna personnellement les agents fédéraux. Ils arrivèrent pour trouver l'équipe de sécurité de Crane en train de déchiqueter activement des documents malgré leur tardive. Lorsque les agents fédéraux présentèrent le mandat de perquisition, Crane demanda à parler à Eleanor en privé, une requête qu'elle accorda avec des agents positionnés juste devant la porte de son somptueux bureau. C'est inutile, juge Mitchell, commença Crane, son charme de promoteur remplacé par un calcul froid. Nous sommes tous deux des professionnels qui comprenons comment le monde fonctionne. Dites votre prix. Eleanor restant silencieuse, il continua, son désespoir devenant évident. 1 million de dollars? 5 millions? Une fondation à votre nom avec le financement que vous désirez? Cela n'a pas besoin de devenir un spectacle public. La réponse d'Eleanor fut mesurée, sa voix portant l'autorité qu'il avait rendue respectée dans les tribunaux fédéraux pendant des décennies. Monsieur Crane, vous faites l'objet d'une enquête pour complot en vue de violer les droits civiques, corruption de fonctionnaires, fraude et potentiellement complicité de meurtre. Il n'y a pas de prix qui ferait disparaître ces accusations. La façade de Crane s'effondra complètement, sa voix s'élevant alors qu'il faisait une dernière offre désespérée. 10 millions de dollars ce soir. En espèces, sur des comptes offshore, comme vous voulez, structurés. Tout le monde a un prix, juge. Quel est le vôtre? Eleanor se leva, signalant la fin de leur conversation. La justice n'est pas à vendre dans ma salle d'audience, monsieur Crane. À aucun prix. Alors qu'elle se tournait pour partir, il lui attrapa le bras, sifflant, savez-vous qui je connais? Les relations que j'ai, cela n'ira jamais au procès. Les agents fédéraux sont entrés immédiatement, lui retirant la main et l'arrêtant. Le moment a été capturé par les journalistes que Patricia avait alertés, qui s'étaient rassemblés à l'extérieur du bâtiment grâce à ces informations sur une activité policière importante. L'image de Victor Crane escorté hors de ses bureaux menottés est devenue le symbole visible de la corruption exposée à Westbrook. Plus tard dans la nuit, alors que les arrestations initiales se transformaient en une opération d'envergure, Eleanor visita la prison locale où Marcus était détenu sous des accusations fabriquées. L'expression du jeune homme passa de la résignation à l'incrédulité alors qu'elle s'approchait de sa cellule, accompagnée de marshals fédéraux avec des papiers de libération. « Est-ce réel ?» demanda-t-il, des larmes se formant dans ses yeux alors que la porte de la cellule s'ouvrait. « C'est réel », confirma Eleanor. « Et votre témoignage a aidé à rendre cela possible. » Elle rendit une visite similaire à Tasha, lui annonçant que des accusations fédérales de discrimination à l'emploi avaient été déposées contre son ancien employeur pour l'avoir licencié sur ordre de la police. La jeune femme fondit en larmes alors qu'Eleanor expliquait que son courage à partager son expérience avait contribué à exposer le schéma plus large de discrimination. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un nous croirait plutôt qu'eux », admit Tasha en essuyant ses larmes. La plupart des gens n'auraient pas le pouvoir de riposter. Eleanor lui serra chaleureusement la main. C'est précisément pourquoi ceux d'entre nous qui ont ce pouvoir doivent l'utiliser. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui m'est arrivé. Il s'agissait de ce qui vous arrive à tous depuis des années. Alors que l'aube se levait sur Westbrook, les premiers reportages commencèrent à diffuser les détails de l'opération fédérale qui avait exposé des années de discrimination systématique et de corruption. Eleanor regarda depuis le salon de Patricia les accusations préliminaires être annoncées contre 15 individus, y compris les 3 principaux conspirateurs et de nombreux officiers et fonctionnaires qui avaient facilité leur plan. La télévision montrait des images de preuves retirées des chambres du juge Crawford, du bureau du chef Hargrove et du siège social de Crane. Plus puissamment, elle montrait des habitants d'Oakland se rassemblant devant le centre communautaire, qui avait été sauvé de la démolition par l'injonction fédérale, beaucoup s'embrassant et pleurant en réalisant que le système qui les avait opprimés si longtemps était enfin démantelé. La confrontation qui avait commencé par un contrôle routier discriminatoire s'était transformée en l'une des opérations de droit civique les plus importantes de l'histoire récente de l'État, révélant non seulement des actes individuels de partialité, mais un système entier conçu pour priver les citoyens de leurs droits et de leurs biens en fonction de leur race. Alors qu'Eleanor s'accordait enfin un moment de repos, elle savait que le travail de reconstruction de la confiance et de création d'une justice véritable à Westbrook ne faisait que commencer. Mais la première étape cruciale de la responsabilisation avait été franchie. 6 mois ont transformé Westbrook au-delà de toute reconnaissance. Les feuilles d'automne peignaient Oakland d'un or et d'un cramoisi brillant alors que la juge Eleanor Mitchell parcourait lentement le quartier, notant les changements, subtils et profonds, depuis ce fatal contrôle routier du printemps dernier.
La transformation la plus visible apparut à l'entrée du poste de police où un nouveau panneau annonçait « Département de police de Westbrook » sous une nouvelle direction, une police axée sur la communauté. À l'intérieur de ces murs, une refonte complète avait eu lieu. Le chef Hargrove résidait maintenant dans un pénitencier fédéral, purgeant une peine de 20 ans pour corruption, falsification de preuves, violation des droits civiques et accusation de complot. Le département fonctionnait sous la surveillance fédérale avec une direction intérimaire assurée par un commandant de police d'État à la retraite respecté et expert en réforme de la police communautaire. L'officier Daniels, dont le témoignage crucial avait contribué à faire éclater l'affaire, travaillait désormais avec la nouvelle administration, mettant en œuvre des réformes de formation axées sur la reconnaissance des préjugés implicites et les normes de police constitutionnelle. Le palais de justice avait subi des changements tout aussi importants. Le juge Crawford attendait son procès pour de multiples accusations fédérales, s'étant vu refuser la libération sous caution en raison de sa tentative de fuite et de la découverte de comptes bancaires offshore établis pour dissimuler les profits du système de corruption. Des juges visiteurs d'autres juridictions géraient temporairement les procédures judiciaires de Westbrook jusqu'à ce qu'une élection spéciale puisse établir une nouvelle direction judiciaire. La transformation physique la plus spectaculaire apparut là où le projet de développement de luxe de crâne avait été planifié. Le promoteur autrefois puissant avait déclaré faillite après que des enquêtes fédérales aient révélé une fraude généralisée dans tout son empire commercial. Son projet Oakland Square avait été abandonné de manière permanente, le terrain étant désormais réaménagé grâce à une initiative communautaire défendue par Patricia. Eleanor se gara devant le centre communautaire, désormais animé d'activités alors que les résidents participaient à des séances de planification pour la revitalisation du quartier. À l'intérieur, elle trouva Patricia dirigeant des bénévoles, son énergie semblant inépuisable malgré les défis des derniers mois. La société historique a approuvé notre demande, annonça Patricia à l'entrée d'Eleanor. La maison Wilson et 5 autres propriétés originales d'Oakland recevront une désignation de monument historique, les protégeant de toute pression de développement futur. La pièce contenait de nombreux visages familiers. Tasha, désormais employée comme coordinatrice de programme du centre, dirigeait un comité discutant des opportunités de développement économique pour le quartier. Marcus, se préparant pour son premier semestre de faculté de droit avec le mentorat d'Eleanor, aidait les résidents âgés à naviguer dans les formalités administratives pour les subventions de restauration de propriété. Eleanor observa leur travail avec une satisfaction tranquille, reconnaissant comment l'adversité s'était transformée en opportunité pour ces jeunes leaders. L'enquête fédérale continue de s'étendre, nota Patricia alors qu'elle visitait le bâtiment. 3 autres villes présentant des schémas similaires ont été identifiées. Votre groupe de travail fait des vagues. Le groupe de travail fédéral spécial examinant les schémas de discrimination dans les petites villes représente peut-être la réalisation professionnelle la plus significative d'Eleanor dans l'affaire Westbrook. En utilisant Westbrook comme modèle, les enquêteurs avaient identifié des conspirations similaires dans d'autres juridictions où des promoteurs, des fonctionnaires locaux et les forces de l'ordre travaillaient ensemble pour déplacer systématiquement les communautés minoritaires par des pratiques discriminatoires. Les conséquences professionnelles des actions d'Eleanor avaient été mitigées. Certains collègues de la magistrature fédérale ont critiqué ce qu'ils considéraient comme un dépassement des frontières judiciaires traditionnelles, suggérant qu'elle s'était trop personnellement impliquée dans l'affaire. D'autres, en particulier ceux ayant une formation en droit des droits civiques, ont loué son courage d'avoir utilisé sa position pour s'attaquer à une discrimination systémique qui aurait autrement pu rester à l'abri de toute responsabilité. Ces perspectives contradictoires se sont heurtées lors de l'audience de confirmation d'Eleanor pour sa promotion à la cour d'appel de circuit, un poste pour lequel elle avait été nommée avant l'incident de Westbrook, mais qui faisait désormais l'objet d'un examen accru. La salle d'audience du comité judiciaire du Sénat est restée silencieuse alors qu'Eleanor répondait à la dernière question du sénateur Richardson, qui avait été particulièrement critique de ses méthodes. Juge Mitchell, beaucoup d'entre nous sont troublés par votre implication directe dans ce qui était essentiellement une opération d'infiltration contre des fonctionnaires locaux. Certains pourraient soutenir que cela représente de l'activisme judiciaire plutôt que la retenue attendue du banc fédéral. Comment répondez-vous aux préoccupations selon lesquelles vous avez outrepassé le rôle approprié d'un juge? Eleanor considéra la question attentivement avant de répondre, consciente que sa réponse déterminerait probablement l'issue de sa confirmation. Monsieur le sénateur, j'ai prêté serment de défendre la Constitution et d'assurer une justice égale devant la loi. Lorsque j'ai personnellement vécu et été témoin de violations systématiques des droits constitutionnels orchestrées par ceux qui avaient juré de faire respecter la loi, j'avais 2 choix, aborder l'injustice en utilisant l'autorité de ma position, ou détourner le regard parce que la confronter pourrait être controversée.
Elle fit une pause, regardant directement les membres du comité. La branche judiciaire existe non seulement pour interpréter la loi dans l'abstrait, mais pour s'assurer que la justice est appliquée de manière égale à tous les citoyens, sans distinction de race, de richesse ou de statut. Lorsque ceux à qui l'autorité locale est confiée conspirent pour priver des citoyens de leurs droits constitutionnels en fonction de leur race, la magistrature fédérale n'a pas seulement l'autorité, mais l'obligation d'intervenir. La galerie derrière elle s'était remplie de résidents de Westbrook, beaucoup d'Oakland, qui avaient fait le déplacement pour assister à l'audience. Leur présence soulignait l'impact humain de l'affaire au-delà des abstractions juridiques. À Westbrook, j'ai été témoin non pas d'incidents isolés de partialité, mais d'un système organisé conçu pour priver les citoyens de leurs droits et de leurs biens uniquement en raison de leur race. Si je m'étais entièrement récusé et que j'avais renvoyé l'affaire par les canaux standards, les preuves auraient été détruites, les témoins intimidés et la justice refusée, comme cela s'était produit lors de chaque tentative précédente de résoudre ces violations. La voix d'Eleanor resta mesurée, mais portait une conviction absolue. Je crois que le serment judiciaire nous oblige à défendre activement les principes constitutionnels, non pas seulement dans des circonstances confortables, mais surtout lorsque cela exige du courage et un risque personnel. Si la protection des droits fondamentaux des citoyens est considérée comme de l'activisme, alors peut-être devrions-nous reconsidérer ce que nous attendons de ceux qui sont investis de l'autorité judiciaire. La salle d'audience resta silencieuse pendant plusieurs instants après qu'elle eut fini. Le sénateur Richardson prit une note sur son bloc, son expression illisible. Le comité ajourna sans décision immédiate, mais 3 semaines plus tard, Eleanor reçut la confirmation de sa nomination à la cour de circuit avec un vote majoritaire étroit. Un mois après sa confirmation, Eleanor effectua une dernière visite officielle à Westbrook avant de prendre ses nouvelles fonctions. Elle traversa la ville sans peur ni appréhension, notant comment les officiers du département réformé hochaient désormais respectueusement la tête à son passage. Elle visita le centre communautaire rajeuni où des photographies présentaient l'histoire du quartier aux côtés de rendus architecturaux de son avenir. Dans le hall principal du centre, une exposition nouvellement installée retraçait l'histoire d'Oakland, y compris la lutte récente contre la discrimination et la victoire finale de la communauté. Eleanor se sentit inopinément émue par une section dédiée aux alliés dans la lutte pour la justice, qui incluait sa propre photographie aux côtés de celle de Patricia et d'autres qui avaient soutenu la communauté. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Marcus s'approcha avec un petit groupe d'étudiants du programme de leadership jeunesse qu'il avait établi. « Juge Mitchell, cela vous dérangerait-il de parler à notre groupe ? Beaucoup d'entre eux envisagent des carrières en droit après ce qui s'est passé ici. » Eleanor passa 1 heure avec les étudiants, répondant à des questions sur le système juridique et partageant sa conviction que le droit pouvait être un outil puissant pour un changement positif lorsqu'il était manié avec courage et intégrité. Une jeune femme posa la question qu'Eleanor s'était posée de nombreuses fois au cours des derniers mois, « Si vous n'aviez pas été juge fédéral, est-ce que quelqu'un vous aurait cru ou aidé lorsque la police vous a maltraité ?» Eleanor reconnut la douloureuse vérité. Probablement pas, ce qui est précisément la raison pour laquelle ceux d'entre nous qui ont de l'autorité doivent l'utiliser pour garantir la justice pour ceux qui manquent d'une telle protection. La mesure de tout système juridique n'est pas la façon dont il traite les puissants, mais la façon dont il protège les vulnérables. Avant de partir, Eleanor rencontra Tasha en privé, qui dirigeait désormais un comité de surveillance communautaire pour le département de police. Nous interviewons des candidats pour le poste de chef permanent la semaine prochaine, rapporta fièrement Tasha. Le comité a une réelle autorité dans le processus de sélection, pas seulement un avis consultatif. Sa transformation, de détenue effrayée à leader communautaire confiante, représentait le résultat le plus significatif de la transformation de Westbrook. Alors qu'Eleanor s'éloignait de Westbrook pour la dernière fois avant de commencer son nouveau rôle judiciaire, elle passa devant le panneau d'entrée de la ville, qui comportait désormais une phrase récemment ajoutée sous le nombre d'habitants, où la justice compte pour tous. Ce simple ajout représentait à la fois la reconnaissance des échecs passés et l'engagement envers un avenir plus équitable. Eleanor réfléchit à la façon dont un contrôle routier discriminatoire avait exposé non seulement des préjugés individuels, mais tout un système de corruption et avait finalement créé une opportunité pour une véritable transformation. La voie vers la justice était rarement droite ou simple, exigeant du courage de citoyens ordinaires comme Tasha et Marcus, qui risquaient des représailles en disant la vérité, de l'engagement de défenseurs comme Patricia, qui documentaient des schémas que d'autres préféraient ignorer, de l'intégrité d'initiés comme l'officier Daniels, qui choisissait la conscience plutôt que la complicité, et occasionnellement la volonté de ceux qui ont le pouvoir de risquer leur position en défendant fermement les principes constitutionnels.
Cette histoire a-t-elle changé votre façon de penser la discrimination et les systèmes qui la permettent parfois? Si vous pensez que tout le monde mérite un traitement égal devant la loi, quelle que soit sa position ou son origine, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour voir plus de contenu explorant des questions sociales importantes. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait apprécier un exemple puissant de la justice prévalant contre la corruption systémique. Quelles autres histoires de courage face à la discrimination aimeriez-vous entendre? Commentez ci-dessous avec vos réflexions ou expériences. Merci de vous être joint à moi dans ce voyage à travers le combat d'une juge pour la justice à Westbrook. Et rappelez-vous que le changement positif commence souvent par une personne qui refuse d'accepter l'injustice, même lorsque la confronter implique un risque personnel. Cette histoire révèle comment le racisme opère souvent non pas par des incidents isolés, mais par des systèmes de pouvoir coordonnés. Lorsque la juge Mitchell a été arrêtée, elle a rencontré non seulement des préjugés individuels, mais tout un réseau conçu pour protéger la richesse et les privilèges en opprimant systématiquement les résidents noirs. La leçon est profonde, la vraie justice exige de s'attaquer non seulement aux actes individuels de discrimination, mais aussi aux institutions qui les rendent possibles. Le pouvoir devient dangereux lorsqu'il est concentré entre les mains de ceux qui en abusent sans rendre de compte. Crawford, Hargrove et Crane ont créé un système fermé où ils pouvaient violer les droits en toute impunité car ils contrôlaient toutes les voies de recours locales. Cela nous apprend que des mécanismes de responsabilisation doivent exister à plusieurs niveaux pour prévenir la corruption. Tout aussi important est le courage des individus qui risquent tout pour s'opposer à l'injustice. De l'officier Daniels qui risque sa carrière, à Tasha et Marcus qui font face à des représailles, la transformation a exigé que des gens ordinaires fassent des choix extraordinaires. Leurs actions nous rappellent que les systèmes ne changent que lorsque les personnes qui les composent refusent de rester complices. Enfin, l'histoire nous apprend que le privilège entraîne des responsabilités. La juge Mitchell aurait pu utiliser sa position simplement pour échapper à des mauvais traitements personnels. Au lieu de cela, elle a reconnu sa capacité unique à exposer une corruption qui avait nui à d'innombrables autres sans son pouvoir et ses ressources. Le vrai leadership signifie utiliser le privilège pour élever ceux qui n'en ont pas. Avez-vous déjà été témoin de discrimination et vous êtes-vous senti impuissant à l'arrêter? Ou peut-être avez-vous été dans une position où vous auriez pu prendre la parole mais avez hésité par peur des conséquences? Cette histoire nous rappelle que la justice dépend souvent du courage des gens ordinaires prêts à s'opposer à des systèmes puissants. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui pourraient puiser de la force dans l'exemple de la juge Mitchell. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits puissants sur des personnes ordinaires confrontées à une injustice extraordinaire en Amérique et ailleurs. Qu'auriez-vous fait à la place de la juge Mitchell, ou dans la situation de l'officier Daniels, ou faire ce qui est juste signifier tout risquer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective pourrait inspirer quelqu'un d'autre confronté à un choix moral similaire. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage à travers le combat d'une communauté contre un racisme enraciné. En partageant ces histoires, nous espérons inspirer le courage nécessaire pour créer un monde où la justice compte vraiment pour tous, sans distinction de race, de richesse ou de statut. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que le changement systémique commence souvent par une personne qui refuse d'accepter l'injustice, même lorsque la confronter implique un risque personnel.